Les baux ruraux en filière équine. Donc cette webconférence permet une première approche pratique des baux ruraux. J'ai essayé de résumer au maximum les règles qui régissent le statut du fermage car c'est un domaine qui est assez complexe. On va voir 3 parties. Première partie, une introduction, d'accord, où je vais expliquer un petit peu le contexte. Ensuite, on va voir le statut des baux ruraux sur les généralités. Et enfin, nous verrons les cas particuliers, donc les activités équestres qui ne sont justement pas soumises au statut des baux ruraux. Introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi du 23 février 2005, les activités équestres sont considérées comme des activités agricoles. C'est une volonté du législateur d'harmoniser et de simplifier le statut juridique des activités équestres. Pour cela, il faut se référer à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que sont réputées agricoles, donc toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de culture marine sont réputées elles aussi donc agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Et l'article du Code rural qui nous intéresse le plus, le paragraphe, il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que les activités équestres sont aujourd'hui soumises au statut des baux ruraux, quelle que soit la volonté des parties. C'est une règle d'ordre public et ce dispositif il s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de cette loi. Par conséquent, étant donné que la loi a été promulguée il y a 13 ans, on ne devrait plus avoir des baux professionnels ou des baux commerciaux pour les activités qui entrent dans le champ d'application de l'article L 311-1 du Code rural que je vous ai cité dans le diapo précédent. Première partie, le statut des baux ruraux, généralité. On part du principe qu'en dans la plupart des cas, on est sur une activité agricole, donc soumise au statut des baux ruraux. Je prends l'exemple de mon éleveur de chevaux de course ou de chevaux de sport qui souhaite exploiter une quinzaine d'hectares avec quelques boxes. Il est sur une activité agricole, donc soumis au statut des baux ruraux. On va commencer par la définition des baux ruraux. Le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du Code rural. Donc je refais toujours référence à l'article qu'on a vu précédemment. Donc voilà, le statut des baux ruraux, il suppose la réunion de ces 4 éléments-là. Une fois qu'on sait qu'on est soumis au statut des baux ruraux, parce que dans mon exemple, voilà, je suis éleveur de chevaux, j'ai une activité agricole, c'est de savoir comment on conclut et comment on rédige le bail rural. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bail rural, il peut être verbal ou écrit. L'écrit peut être soit sous seing privé, ça veut dire que vous rédigez votre acte entre vous, soit il est sous forme authentique, et dans ce cas-là, c'est le notaire qui rédige l'acte. La forme authentique est obligatoire pour les baux d'une durée supérieure à 12 ans. Même si l'écrit n'est pas obligatoire, il est quand même fortement conseillé de rédiger un bail écrit, notamment en cas de contentieux. Ça permet quand même pour le juge de savoir les modalités qui ont été fixées entre les parties. Donc voilà, même si ce n'est pas obligatoire, je vous conseille fortement de rédiger un bail rural écrit.
Si vous décidez de le rédiger vous-même, je vous ai mis quelques points importants qui doivent apparaître dans votre bail rural. Tout d'abord, la présentation du bailleur et du preneur. Donc vous mettez bien l'état civil complet des personnes, ou si c'est des personnes morales, numéro d'immatriculation, le siège social, la dénomination sociale qui représente la société. Donc ça, c'est un élément important. Il faut ensuite désigner les parcelles ou les infrastructures qui sont louées. Il faut mettre si vous allez louer 10 ou 5 hectares, les numéros des sections, combien de box, s'il y a des douches, une sellerie, etc. Donc bien détailler les biens qui vont être loués. Le code rural oblige à ce qu'il y ait un état des lieux. Il faut aussi indiquer la durée de la location, si on est sur un bail de 9 ans, 18 ans, 25 ans, les conditions de reprise et de transmission, le prix du fermage. Il faut savoir que le bail rural, au niveau du prix du fermage, est très réglementé. Pour cela, il faut se référer à l'arrêté préfectoral de votre département. Dans l'arrêté préfectoral de votre département, c'est marqué les minima et les maxima, par exemple pour les locations des terres, en fonction des catégories des terres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les activités équestres, il me semble, alors je ne connais pas tous les arrêtés préfectoraux, mais ils ne font pas toujours référence aux activités équestres, notamment pour la location des box, du manège, etc. Dans ce cas-là, il faut essayer de voir ce qui est fait dans les usages locaux de votre département ou essayer de voir dans les départements voisins. Mais c'est un élément quand même très important parce que c'est normalement très réglementé sur le statut du bail rural. Il faut aussi indiquer la restitution des lieux et les indemnités de sortie. Et autre point qui est très important, c'est le contrôle des structures. Le contrôle des structures, c'est lorsque vous allez exploiter des terres ou faire l'élevage de chevaux ou de l'entraînement de chevaux de course, il est important de savoir si vous êtes soumis ou pas à l'autorisation d'exploiter. Pour savoir si vous êtes soumis ou pas à l'autorisation d'exploiter, il faut aller regarder votre schéma directeur régional des exploitations agricoles. Donc toutes les régions ont un schéma directeur, c'est pas les mêmes montants, c'est pas les mêmes parcelles ou le même nombre de chevaux en fonction des régions. Donc ça, c'est un document qu'il faut aller voir. Nous, par exemple, en Mayenne, parce que je suis de la Mayenne, à partir du moment où quelqu'un veut exploiter plus de 45 hectares et élever ou entraîner plus de 18 chevaux, il est soumis à autorisation d'exploiter. Donc c'est tout un document qu'il faut remplir et il faut compter environ 4 mois de délai. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper et qui est très important car le risque c'est d'avoir des sanctions pécuniaires de la part de la DDT. Ensuite, deuxième point, la durée du bail. Le bail rural, il est conclu pour une durée minimale de 9 ans. Sauf pour les baux ruraux suivants, ceux qui sont conclus par la SAFER. Concernant une petite parcelle, alors pour savoir la petite parcelle dans votre département, il faut se référer à nouveau au schéma directeur. Et pour le bail d'un an consenti temporairement en attendant l'installation d'un descendant. Et bien sûr, les baux peuvent être conclus pour une durée de 18 ans, 25 ans ou de carrière, mais dans ce cas-là, l'intervention du notaire est obligatoire. Donc en aucun cas, vous pouvez rédiger un bail rural de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est impossible. Hein. Si jamais il y a un contentieux, de toute façon, le tribunal décidera que c'est un bail rural, donc durée minimale de 9 ans. Il n'y a que la SAFER qui peut faire des baux précaires. Fin du bail et résiliation du bail. L'arrivée du terme a pour effet d'ouvrir au preneur un droit au renouvellement du bail. Si l'une des parties souhaite s'opposer au renouvellement du bail, il doit donner congé à l'autre partie. Le bailleur, donc le propriétaire, peut refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour l'exploiter personnellement de manière effective et permanente, et il doit pour cela adresser un congé par exploit d'huissier 18 mois avant la fin du bail. Par conséquent, si vous êtes soumis au bail rural, le propriétaire ne peut pas vous dire bah écoute, dans un mois, je veux récupérer mes box, mes terres. Voilà, il ne peut pas vous mettre à la porte du jour au lendemain. Il y a vraiment une procédure qui est très restrictive. Ça revient un peu à ce que je disais dans l'introduction. Le bail rural est très protecteur pour le preneur, donc pour le locataire.
Donc le propriétaire ne peut pas vous mettre à la porte voilà, sans aucune condition. Par contre, en cours de bail, il est possible de résilier à tout moment le bail rural d'un commun accord entre les parties. Hein. Donc ça, c'est quand même une possibilité qui vous est ouverte. Si le propriétaire et le locataire sont d'accord pour mettre fin au bail au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne pose pas de souci à partir du moment où toutes les parties sont d'accord. Ensuite, au point 4 et 5, je vous ai listé les obligations du bailleur et du preneur. Donc c'est une liste non exhaustive, hein, il y en a d'autres, je vous ai mis les principales. Je ne vais pas vous les relire parce qu'il reste déjà plus que 9 minutes, donc ça passe très vite. Mais voilà, je vous ai mis les principales obligations qui incombent au preneur et au bailleur. Et étant donné que vous aurez après accès au diaporama, vous aurez la possibilité de reprendre cette liste-là. Dernier point concernant le statut des baux ruraux, c'est la cession du bail et la sous-location. Il faut savoir qu'en principe, la cession de bail et la sous-location sont interdites aux locataires, même en cas d'accord du bailleur. Et il s'agit d'une cause de résiliation du bail. Je prends l'exemple par exemple d'un entraîneur qui loue une soixantaine de box, quelques hectares, une piste d'entraînement. Et puis il se dit, voilà, moi j'ai 60 box, en fait j'en ai besoin que de 20. Tiens, j'ai quelqu'un qui est entraîneur, que je connais bien, je vais lui céder une partie des box. Le propriétaire m'a dit par téléphone ou par courrier qu'il était d'accord. On fait comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avec l'accord du propriétaire, c'est quand même une cause de résiliation du bail. Ça veut dire que si demain il y a un contentieux avec votre propriétaire ou que votre propriétaire décède, et dans ce cas-là, c'est les héritiers qui vont devenir propriétaires du site, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain à la porte de votre site d'entraînement, donc de votre outil de travail. C'est pourquoi il est vraiment très important de, euh, de comment dire, faire en sorte de plutôt partir sur un bail copreneur. Hein. Il ne faut pas que la personne, voilà, vous soyez titulaire d'un bail et que vous fassiez une sous-location à à un autre entraîneur. Hein. C'est une cause de résiliation du bail. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire un bail copreneur. Ça veut dire que le propriétaire fait un bail, par exemple, aux deux entraîneurs afin que vous soyez tous les deux titulaires du bail. Il existe quand même des exceptions à ce que je viens de vous dire. C'est l'échange ou location de parcelles pour une meilleure exploitation, avec accord explicite ou implicite du propriétaire. La sous-location permettant un usage de vacances ou de loisirs. C'est une durée maximale de 3 mois consécutifs. Et il faut, sous réserve, donc obtenir l'autorisation du bailleur ou à défaut du tribunal paritaire des baux ruraux. Et pour la cession de bail est possible entre époux, partenaires de Pacs ou concubins ou un descendant. Dans ce cas-là, il faut obtenir l'autorisation du propriétaire ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux. Donc voilà concernant le statut des baux ruraux, j'ai essayé voilà, de résumer au maximum les règles, savoir que c'est des règles qui sont quand même assez strictes, mais voilà, vraiment protectrices pour, pour le preneur. Deuxième partie, les cas particuliers. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet concernant les activités équestres, parce qu'il n'y a pas de définition légale des notions de préparation, d'entraînement ou d'exploitation. Vous savez, c'est les termes qu'on a employés dans l'article L311-1 du Code rural. La seule exclusion qui est prévue par cet article sont les activités de spectacle et les prestations portant sur des équidés non domestiques, donc par exemple le zèbre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la promulgation de la loi, donc depuis 2005, c'est la jurisprudence qui est venue définir un peu cette notion de préparation, entraînement, exploitation. Et ce qui découle de ces jurisprudences-là, donc des arrêts de la Cour de cassation, ce sont que certaines activités qui pourtant touchent
au milieu du cheval, mais qui sont pour autant pas agricoles, et dans ce cas-là, qui ne sont pas soumises au statut des baux ruraux. Premier exemple, c'est la détention d'équidés par pur agrément ou loisir. C'est l'exemple typique. Je suis propriétaire d'un vieux cheval et d'un poney, j'ai mon voisin qui a 1 hectare de terre ou 2 hectares, il me les prête ou voilà, je lui donne un petit peu d'argent pour y mettre mes chevaux. Étant donné que nous sommes dans une détention pour loisir, nous ne sommes pas soumis au statut des baux ruraux. Donc ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2015. Donc la nécessité de développer une véritable richesse est rappelée par la Cour de cassation dans un contentieux où le propriétaire de chevaux souhaitait faire qualifier de bail rural la mise à disposition de parcelles sur lesquelles étaient hébergés les chevaux qu'il détenait dans un but de loisir. L'occupant n'exerçait pas une activité agricole. Donc dans ce cas-là, on n'est pas soumis au statut des baux ruraux car il n'y a pas d'activité agricole. Deuxième exemple, c'est la prise en pension pure. Alors ça, c'est un élément qui est pas facile, qui est difficile à distinguer par rapport à la pension qu'on voit couramment. C'est que la prise en pension pure ne constitue pas une activité agricole, à moins qu'elle ne soit assez accessoire à une activité agricole par nature. Ça veut dire que la prise en pension pure, c'est l'activité de gardiennage. Si vous avez en pension des chevaux, que vous faites juste de les nourrir ou faire le box, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout, on est sur une activité de gardiennage qui n'est pas une activité agricole. Dans ce cas-là, et ça la Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 13 mai 2009, vous n'êtes pas soumis au statut des baux ruraux. Par contre, si vous êtes éleveur de chevaux, de course ou de sport, peu importe, et que vous avez à côté une toute petite activité de prise en pension pure, dans ce cas-là, vu que c'est accessoire à votre activité agricole par nature, on est bien sûr soumis au statut des baux ruraux. Je vais vous lire donc l'attendu de l'arrêt de la Cour de cassation. Donc la seule activité de gardiennage de chevaux n'entrait pas dans la classification des activités agricoles prévues à l'article L 311-1 du Code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Donc vous voyez, je fais toujours référence à ce fameux article L 311-1 du Code rural et à ces définitions de préparation, entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Donc ça, c'est un élément important, c'est souvent que voilà, c'est difficile de distinguer la pension pure et la pension qui est là une activité agricole. Par exemple, un centre équestre qui fait de la pension, qui monte les chevaux, qui les longe, qui les travaille pour leur exploitation en concours ou autre. Là, dans ce cas-là, on est bien sur une activité agricole, hein. Et mon troisième exemple, c'est la commercialisation de chevaux sans valorisation. On est d'accord que par exemple un cavalier professionnel qui monte des chevaux, qui achète des chevaux, qui les travaille quelques mois, qui les revend, on est sur une valorisation, on est bien sur une activité agricole parce qu'il y a bien la préparation et l'entraînement du cheval. Par contre, la commercialisation de chevaux sans valorisation, c'est le marchand de cheval. Ben, dans ce cas-là, le marchand, lui, il n'est pas considéré exercer une activité agricole. Donc ça, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2014 qui nous dit que, attendu enfin que la société qui exerçait à titre principal une activité commerciale de négoce d'animaux se servait des parcelles, objets du litige, pour parquer des animaux achetés par elle dans l'attente de leur vente, qu'elle ne fournissait aucun élément de preuve de la réalité d'une activité d'élevage mise en œuvre sur ces parcelles, la Cour d'appel a pu retenir que la société n'exerçait pas une activité agricole, à défaut d'exploitation ou de maîtrise du cycle biologique des animaux qu'elle y parquait et en a justement déduit que la Convention n'était pas soumise au statut du fermage. Conclusion. Ce qu'il faut retenir. Lorsque vous êtes propriétaire d'un site, un centre équestre, de terre ou que vous souhaitez vous installer, il est important et il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel compétent qui vous aidera à déterminer la qualification juridique de votre bail
en fonction de l'activité que vous souhaitez exercer. Je ne vais pas approfondir, mais par exemple, l'équithérapie, la balnéothérapie ou l'enseignant indépendant, ce sont par exemple des activités qui ne sont pas agricoles et qui ne sont pas soumises au statut des baux ruraux. Donc c'est important, voilà, si vous souhaitez louer un site ou vous êtes propriétaire et ou vous souhaitez louer un site, faire appel à un professionnel, un avocat, un notaire, un juriste, voilà, pour savoir si le bail ou la location que vous allez rédiger, si c'est la bonne. Parce que si vous concluez un bail commercial ou un bail professionnel au lieu d'un bail rural, il faut savoir qu'en cas de contentieux, le juge va requalifier le bail. Il va le requalifier en bail rural. Pour cela, on peut reprendre exemple d'un arrêt récent de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, où la qualification d'un bail s'apprécie à la date de sa conclusion, en sorte que la requalification en bail rural d'un contrat de bail commercial portant sur un bien principalement affecté à un élevage de chevaux ne peut pas être refusée au motif d'une affectation différente au jour du congé. Donc c'est quand même un élément important dès le départ de qualifier déjà quelle activité vous faites, si c'est une activité agricole ou non, pour savoir quel type de bail il faut faire, soit commercial, soit professionnel, soit rural. Et enfin, je termine donc en vous donnant les prochaines dates des webconférences. Il y en a une le mardi 8 janvier 2019 sur les tests génétiques pour vos chevaux. Le jeudi 10 janvier 2019, l'organisation sociale chez le cheval et les ânes. Et le mardi 15 janvier 2019, enseigner aujourd'hui entre le pire et le meilleur.